Bienvenue sur Sensée, anciennement Femmes ambitieuses, le podcast qui parle aux femmes de leadership, d'impact positif et de bien-être. Je suis Jenny Chamas, fondatrice de Coach Happy et Master Coach. Avec mon équipe, notre mission est d'aider les femmes à se libérer des injonctions stressantes pour se connecter à leur cœur, vivre plus sereinement et exercer leur leadership avec impact dans leurs fonctions. Vous écoutez l'épisode 10 de Sensée et aujourd'hui, j'interviewe Inès Léonard-Duzy. Je suis très heureuse de te recevoir, Inès. Tu es ma toute première invitée sur Sensée depuis le lancement de Sensée, qui prend la suite de Femmes ambitieuses. Alors, Inès, tu es chef d'entreprise, conférencière, auteure et militante humaniste. Tu aides les organisations à appréhender les questions de société contemporaine. Tu refuses d'être rangée dans une case, et tu as bien raison. Ça fait longtemps que je te suis, et j'ai toujours trouvé tes prises de parole très nuancées et pertinentes, et très engagées. Et je suis vraiment honorée que tu aies accepté cette invitation. Alors, je t'ai présenté avec mes mots, avec ce que j'ai vu, mais tu es bien plus que ce que j'ai dit. Alors, est-ce que tu peux, toi, te présenter avec les tiens, qui seront sûrement plus justes ? Merci beaucoup, Jenny. Écoute, moi aussi, je suis contente de te recevoir à la maison et de te rencontrer enfin, parce que je sais que tu fais un travail très beau avec les femmes qui te demandent de les accompagner. Et c'est vrai que ce travail de dialogue entre nous, il est important. Merci pour tes mots aussi. Écoute, j'essaye d'être la plus cohérente possible, et c'est pas toujours évident, parce qu'en fait, on est pluriel. Je pense que j'en suis la preuve vivante, en tout cas pour moi-même, parce qu'en effet, je refuse, je m'interdis de m'interdire déjà. C'est-à-dire que si j'ai envie d'avoir un projet qui n'est pas trop dans la lignée de ce que j'ai déjà initié, et que ça va susciter des « ah bon, mais à quel rapport ?» Eh bien, le rapport, c'est moi. Et donc, j'ai toujours aimé aussi n'écouter que moi. Et surtout, voilà, je suis une femme qui fonctionne dans sa vie professionnelle, mais pas que. Je fonctionne à l'instinct, à l'amour, à l'amitié, à l'envie. C'est vraiment mes 4 piliers. C'est comme ça que j'ai l'habitude de me présenter. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. En général, les gens sont paumés. Mais je trouve que c'est une bonne pommade. C'est-à-dire que faut pas avoir peur d'être singulier, et il faut pas chercher la singularité pour se démarquer. On vit dans une époque où tout le monde veut se démarquer. Et souvent, ça nous mène à ressembler un peu à tout le monde. C'est l'écueil. Je crois que la singularité, elle se cultive pas pour ce qu'elle donne en résultat, en espèce de posture sociale, mais plutôt dans ce qu'elle apporte sur le cheminement, pendant ce voyage en réalité. Et donc, tu l'as bien dit, en effet, je suis environnementaliste de métier. J'ai fondé une ONG qui aujourd'hui mène sa barque avec des gouvernements, des entreprises. On a écrit plusieurs projets de loi, certaines qui ont vu le jour, qui aujourd'hui sont actives. On a accompagné des milliers d'entreprises, des centaines de milliers de jeunes sur l'écologie numérique, la résilience technologique, et ce sont des sujets qui à la base n'étaient pas les miens, parce que je viens de l'art, de la littérature, et j'ai appris à coder toute seule en ligne. J'ai investi beaucoup sur moi-même. Alors du coup, je suis pas très riche en capital, mais j'ai de la conversation au dîner. Chacun voit ce qui est important. Non, je sais bien que je suis un peu cigale, mais cigale chic, tu vois. Je vais pas claquer dans des vêtements dernier cri, mais plutôt dans, comme je te le disais tout à l'heure, tu vois, je suis arrivée avec 3 nouveaux bouquins, alors que j'en ai une 20aine à finir. J'aime bien investir sur la matière grise, voilà. Et ça m'amène à... Donc voilà, j'ai fondé cette ONG. Je l'ai fait parce que je venais du luxe, parce que j'ai fini dans le luxe, dans le numérique, parce que dans l'art, on ne voulait pas de moi, parce que j'avais pas de réseau à l'époque. Et dans l'art, c'est aussi ça qui est important, c'est qui tu connais. D'ailleurs, j'ai appris une expression que je trouve très cool, très chouette, quand j'étais dans le milieu de l'art. Tout début de carrière, c'est si tu sais qui a quoi et qui veut quoi, tu peux tout faire.
Et en réalité, cette phrase, elle me reste. Parce que je la trouve assez maligne, en réalité. Elle ne s'applique pas qu'au monde de l'art. Elle s'applique un peu dans tout. Et c'est ce qui permet, pour moi, de différencier les gens intelligents, les gens brillants. Et il y en a partout, des gens brillants. Tu vois, moi, j'en rencontre tous les jours, en tout cas. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Et les gens malins, les gens intuitifs, les gens qui écoutent et observent vraiment les autres. Ce que j'appelle les gens sensibles, en réalité. Ça, il y en a moins. Et ça, c'est cool. Mais voilà, et j'ai fait tout ça parce qu'à la base, j'avais pas du tout idée qu'un jour, je pourrais écrire des livres. Mais c'est ce que je voulais faire. Donc, comme je te disais tout à l'heure, en te préparant ton cappuccino au lait d'avoine. Qui est délicieux, d'ailleurs. Merci. Je me vante, comme je te l'ai dit, de faire le meilleur cappuccino de Paris. Mais il faut être dans les petits papiers. Il faut pouvoir venir ici, chez moi. Tu disais que au début, tu pensais pas que tu pourrais écrire des livres. Et donc... oui, je pensais pas écrire des livres. C'est vrai que c'était pas du tout une trajectoire envisageable parce que c'est que les grands qui écrivent, en réalité. Mais en fait, je suis l'auteur d'une 30aine de romans inachevés, d'une 20aine de scénarios inachevés que j'écris depuis que j'ai 15 ans. Et j'ai jamais su quoi en faire. Et puis, le temps passant, réalisant que tu arrives à décrocher des étapes dans des milieux dans lesquels l'environnement, la technologie, les mathématiques, où tu te dis, mais attends, mais moi, j'ai eu 2 en maths au bac. Et je crois que j'ai eu les points de présentation. Mince, comment j'ai réussi à faire ça, en fait. Et donc, il y a quelque chose de magique quand on commence à croire en soi. Mais le problème, c'est que croire en soi, c'est tellement une idée valise qui a l'air évidente comme ça. Et en fait, il faut des années pour réussir à comprendre en quoi ça consiste. Et c'est très propre à chacun. Il n'y a pas une méthode. On peut toujours s'inspirer des unes et des autres, des uns et des autres. Mais c'est très lié à là d'où l'on vient. Tu vois, par exemple, quand quelque chose nous agace et nous met en danger, on se sent vulnérable vis-à-vis d'une personne, de son comportement, d'une situation, d'un événement. C'est là que ça se joue, la confiance en soi. C'est pourquoi ça m'agace, pourquoi cette fille ou ce garçon m'énerve. En fait, ça résonne chez nous quelque part, où ça fait mal. Je pense que tu dis ça bien mieux que moi dans toi, tes podcasts et tes interventions. Mais ça, je le comprends, moi, en tant que femme adulte, mère. Donc bref, je m'égare complètement et je devais juste me présenter. Donc voilà, j'écris, je donne des conférences, j'aime bien cuisiner. J'ai eu un salon de thé clandestin longtemps à Paris. Ça m'amusait beaucoup et pour moi, j'y vois beaucoup de congruence et de rapport entre ce que je fais aujourd'hui et le fait de cuisiner pour les gens. J'ai étudié la neuroscience par la suite, la manière dont l'environnement impacte nos cerveaux. C'est des sujets qui me touchent, que j'enseigne. Je donne des cours à Sciences Po. Et en vrai, je vivote. C'est un choix qui est à la fois très aligné, très stable pour moi, mais très effrayant pour les autres. J'ai lu quelque part que tu aimais le terme militante humaniste plutôt que militante écologiste. Non, alors peut-être que dans ce que j'ai dit, c'est qu'on m'avait qualifiée d'activiste. Ok. Et j'avais dit, je préfère militante à activiste. Parce que l'activiste inclut un mode opératoire actif que moi, j'ai pas. Je suis militante parce que je milite et j'essaye de vivre en alignement avec mes idées. Et je donne un exemple tout simple. Tu vois, ma belle famille vient du milieu bancaire. Et à un moment donné, on avait une grosse occasion pendant le Covid de capitaliser très fort sur une entreprise mondialement connue, pétrolière. Et j'ai dit à mon chéri, si tu fais ça, je te quitte. Je peux pas. Et aujourd'hui, il me le reproche encore aujourd'hui, parfois, quand on est en train de compter nos sous pour nos projets futurs. Il me dit, tu te rappelles? Je dis, oui, mais je regrette rien. Voilà, j'ai refusé un énorme poste payé indécemment. Parce qu'évidemment, quand tu commences à avoir la médiatisation, tout le monde te désire. C'est fou, d'ailleurs, ce que les médias peuvent créer de désirabilité chez les gens. C'est assez effrayant, même. Et j'ai refusé parce que c'était une entreprise qui avait des engagements très, 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 très douteux vis-à-vis de la manière dont ils traitaient les personnes et les usines, etc. Donc, et qui avait aucune volonté de se remettre en question sur ces sujets. Ça a été une vraie décision avec mon conjoint où on se disait, est-ce que tu te rends compte que si tu prends ce poste, on parle plus de chiffres dans la même échelle et qu'en réalité,
notre fils n'aura jamais de questions à se poser, et possiblement ses enfants, et parce que l'argent appelle l'argent, le pouvoir est le pouvoir, mais c'est être en alignement, être en congruence, savoir dormir la nuit. Et c'était très difficile en tant que femme de se dire qu'est-ce que je fais comme choix. Et en fait, c'est mon chéri qui un matin est venu, il me voyait, je dormais plus la nuit, et il m'a dit Inès, lâche. Il m'a dit de toute façon, tu vas pas tenir, je vais te retrouver avec un ulcère ou un cancer du cerveau. Il m'a dit laisse tomber. Il m'a dit de toute façon, on n'est pas fait pour être riche, moi chérie. Et en fait, quand il m'a dit ça m'a soulagée. Tu sais, normalement, tu dis, mais comment ça, on ne sera jamais riche, tu sais. En fait, non, c'était hyper cool. Je me suis dit, super, attends, je les appelle. C'est audacieux comme choix. Moi, c'est vraiment le regard que je porte sur ce que tu partages, notamment sur Instagram, parce que c'est ce que je suis majoritairement. Et c'est ce qui m'a fait t'inviter sur Sensé. C'est cette connexion au cœur. C'est-à-dire que alors peut-être tu peux m'en parler davantage, mais moi j'ai le sentiment que finalement tu incarnes ce que tu ressens vraiment profondément, et donc tu incarnes tes valeurs. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis ça? C'est très gentil. C'est un très beau compliment. Je me vois mal te dire pas du tout. Je suis complètement fake. Non, j'ai envie de te dire comment tu fais, parce que je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent et aimeraient pouvoir faire de même. Ça demande de l'audace, finalement. Mais écoute, je pense aussi que ça parle beaucoup de moi et là d'où je viens. Chacun a son chemin et on peut arriver au même point d'arrivée avec des histoires différentes. Mais la mienne, elle est particulière en cela que j'ai été une enfant qui a dû gagner l'estime d'elle-même. C'est pas quelque chose qu'on m'a fourni. Voilà, ça arrive à plein de gens. Et en fait, quand tu dois aller à la recherche de l'estime de toi-même, moi je me rappelle, mon éveil, c'est 16 ans et demi, 17 ans. Où je suis dans ma chambre, je suis au milieu de toutes mes feuilles dans mon lit. Je me rappelle comme si c'était hier, très nettement. Toutes mes feuilles, mes poèmes, mes feuillets, mes dossiers sur mon lit, je suis au milieu de mon lit. Ça crie à la maison en bas et je me dis, il n'y a personne qui va venir te sauver. Et il faut que maintenant il faut y aller. Maintenant, il faut que tu t'occupes de toi, il faut que tu existes. Et c'est ce jour-là, je crois, que j'ai décidé de naître. Et en fait, quand tu pars de là, tu pars avec un truc, c'est le zéro. Donc, tu as tout à gagner. Il y a quelque chose de fabuleux de partir de ça. Et ce qui fait que tu sais déjà ce que ça fait de pas être aimé, pas être valorisé, tu vois, parce que puis il se trouve que moi, comme ça se passait pas toujours bien à la maison. J'ai pas eu que des mauvais souvenirs à la maison, je tiens à le dire, mais le problème des mauvais souvenirs et des traumatismes, c'est qu'ils ont tendance à affadir les bons moments. Donc on s'en rappelle moins, mais je me mets un point d'honneur à me rappeler qu'on choisit nos parents. On choisit nos parents et si j'ai été sur leur route, si j'ai choisi ma mère, mon père, c'est que j'avais des enseignements à tirer. Et en fait, j'ai eu les parents les plus parfaits pour devenir et être ce que je suis aujourd'hui. Ça demande de la responsabilisation vis-à-vis de sa propre vie, même les épreuves qu'on n'a pas choisies. C'est-à-dire que je m'auto-détermine. J'ai été victime de certaines choses, mais je ne suis pas une victime. Je ne me ressens pas victime, je ne me vis pas en victime et je ne veux pas être une victime. Mais ça n'empêche pas que mes traumas sont là, mais comment je les traduis? Et ça, c'est l'autodétermination, la responsabilisation vis-à-vis de soi-même en réalité. Et quand on n'attend plus rien, en fait, quand on n'attend plus des autres qu'ils nous réparent, c'est fou la force que ça nous donne. Et c'est vrai que ça te fait partir avec quelque chose où vous acceptez pas trop ce que je fais, vous allez pas être trop aligné avec ce que je pense. C'est pas très grave. Et en même temps, ça ne requiert pas seulement que cette espèce de franchise balancée comme ça inconséquemment, où voilà ce que je suis, vous m'aimez tant mieux, vous m'aimez pas tant pis, parce qu'on peut blesser des gens aussi. La franchise, c'est souvent une espèce d'excuse pour arriver et tirer à balles réelles comme ça, un peu en l'air. Et s'il y a une balle perdue dans la jambe, désolé. Ouais, mais bon, je suis comme ça. J'ai horreur de ça. Tu vois, je trouve que l'élégance du cœur, c'est aussi savoir ce que c'est que d'avoir mal, de recevoir des pics, d'être humilié, d'être insulté à l'école, parce qu'évidemment, donc comme c'était pas génial parfois à la maison, je savais pas me comporter à l'école. Mais donc du coup, j'étais souvent seule, j'étais à côté de la plaque, je savais pas comment fonctionnait une relation saine, et je construisais mal mes amitiés.
je partais sur les mauvaises bases, j'attendais trop de choses, de l'affection, de l'amour, des choses qu'on ne demande pas dans des relations scolaires. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je te l'ai dit, j'ai réussi parce que j'étais une faillotte avec les profs. J'étais l'enfant rêvé. J'ai décroché mes bonnes notes comme ça. Ils avaient pitié, les pauvres. Et donc, voilà, c'est un savant mélange, je crois, d'à la fois de penser ce que vous voulez. Écoutez, les gars, même Dieu fait pas l'unanimité, en fait. Je vais essayer de tenter quoi, moi? Et en même temps... d'avoir du tact, parce qu'on sait comme les mots sont aussi des armes. Et si les coups peuvent tuer les corps, je crois que les mots peuvent tuer les âmes. Et c'est peut-être ce qui peut arriver de pire. Comment tu définirais ce qu'est le leadership? Pour toi, c'est quoi? Le leadership, c'est une posture, c'est une manière de penser. Et parce qu'en fait, tout ce que ton cerveau... process comme données, comme matière à penser, en réalité se reflète dans ta manière d'être. Les mots que tu vas choisir, les temps de pause, le soin que tu mettras dans l'écoute. C'est aussi ce mélange entre comment dirais-je, entre la qualité de ta présence avec les autres. Est-ce que tu habites vraiment le moment ? J'écris dans un poème que le moment présent, c'est le moment le plus riche, mais aussi le plus difficile à habiter. C'est en soi, j'ai la chance d'accompagner un grand patron d'une entreprise cotée en bourse sur la manière d'écouter les autres. Et c'est très drôle, cette rencontre. On déjeune ensemble, on a invité à un déjeuner avec plein de gens, il se retrouve à côté de moi, on discute, je parle, il parle, et puis il me regarde au départ très circonspect, il sait pas trop ce que je fais là, ce qui arrive souvent, je suis assez OK avec ça, je suis jamais là où on m'attend, et du coup, je dénote, et ça me fait marrer, puis tu sais, puis comme tu n'en fais pas tout un fromage, les gens n'en font pas non plus. C'est ça aussi, le leadership, c'est que tu vas générer chez les autres l'énergie aussi que tu envoies. Et si tu leur dis, écoutez, oui, je vois bien que on sort un peu des sentiers battus, mais est-ce que c'est grave? Et en fait, tu rassures et les gens sont là, bah non, en fait, tu vois, on a des soucis plus importants, sois la bienvenue. Et à la fin du déj, il vient me voir, on est dans l'ascenseur, il me dit... C'était marrant d'ailleurs parce que je savais pas trop comment m'aborder. Il me dit, excusez-moi, est-ce que je pourrais vous laisser ma carte? Moi, j'aimerais bien qu'on reparle un peu ce que vous évoquiez. Et en réalité, il va me dire, écoutez, moi, j'ai bien aimé ce que vous disiez. Vous pourriez m'aider à apprendre à écouter. Il me dit, j'écoute plus personne. Non, mais j'adore cette question, cette demande. C'est exceptionnel. Il me dit, j'écoute plus personne. J'ai tellement dû faire le gros chien, le big dog, être celui qui apporte les réponses, que j'ai dû, comme un automatisme, me convaincre que plus rien de ce qu'on dit autour de moi n'a de valeur. Je suis la valeur. Et il me dit, je crois que j'arrive à... Mais le problème, c'est que j'arrive à ma limite, en fait. Et je sens que j'ai besoin d'être nourrie, je ne sais plus comment me nourrir. Je trouvais ça déjà, comme tu le dis, c'était formidable d'avoir un tel retour, une conscience de soi, de ce qui se passe. Alors, je lui dis, attention, je ne suis pas coach, tu vois. Je n'ai pas les méthodes. Il me dit, non, mais on peut faire ça informel, en conseil. Il me dit, est-ce que vous vous sentez de le faire? Et je dis, bah ouais, écoutez, on y va. Parce que je refuse, tu vois, je pense que c'est un gros sujet que tu traites, mais... les gens souvent m'adressent des demandes de coaching et je leur dis, je suis pas coach. Ils me disent, oui, mais c'est important en fait parce que il y a des méthodes, il y a des techniques. Là, c'est un grand patron, ici, il a l'habitude et là, c'est vraiment du intuitu personnel, c'est presque une copine, une Sherpa, si tu veux. Mais c'est hyper important déontologiquement de comprendre que c'est pas parce que des gens ont de très bons conseils, de très bonnes méthodes, que pour autant ils sont armés, équipés. C'est très dangereux. Et je pense que je parle... tu dis ça. Et c'est important de le dire et que tu l'entendes aussi toi en tant que coach professionnel de la bouche d'autres personnes. Et donc voilà, d'apprendre à écouter, c'est hyper important dans le leadership. Mais c'est aussi un mariage avec... la capacité de faire que les gens se sentent à l'aise. Quand ils habitent la pièce avec toi, ils se sentent bien. Ils se sentent bien, ils se sentent même dans tes chaussures. Tu sais, il y a ce côté, tu développes l'empathie réciproque, dans le sens de se mettre dans les chaussures de l'autre. C'est ça l'empathie. C'est pas du tout être sympa, c'est vraiment faire, je ressens ce que tu ressens et du coup, moi aussi, c'est réciproque.
Et en fait, je te vois faire et je me dis, mais en fait, mais attends, ça m'ouvre tellement de cases, tellement de fenêtres. Mais attends, moi, j'ai envie de faire plein de trucs aussi. Et souvent, je suis contente. Et c'est quand les gens m'écrivent, écoute, j'ai passé 1 heure de conférence avec toi, où je t'ai vu, et en fait, j'ai lu ce que t'écris, et écoute, tu m'as donné envie de faire plein de trucs. Et je dis, ça ne veut pas dire que j'ai du leadership à ce moment-là. C'est-à-dire que les gens se sentent à l'aise avec moi. Et c'est une composante pour moi qui est indéniable. Et tout ça vaut rien si tu, à la fois, t'y mets pas un peu de pouvoir. Le pouvoir, c'est cette fermeté subtile. C'est le côté, évidemment, je suis à ton écoute et je suis profondément ancrée là maintenant avec toi. Et je suis contente que tu sois là. Et je me fiche de qui tu es, qui tu fus, ce qui te manque, que tu connaisses des gens, que tu connaisses pas des gens, que tu aies de l'argent, que tu n'en aies pas. Tu sais, ce côté inconditionnel. Je suis contente que toi, tu sois là et que tu te sentes acceptée telle que t'es. Mais avec ce côté, je suis quelqu'un de très aimable, mais forcez pas. Respectez-moi. Et j'existe. Ça veut dire que je ne vais pas me suradapter. Et je le fais pour moi, et je le fais aussi pour les gens dont je suis responsable. Par exemple, dans une équipe. Et c'est ce qu'on appelle, en effet, cette consistance, en réalité. Ça appelle aussi, je crois, dans un monde où tout à l'heure on parlait des gens qui cherchent forcément à se démarquer. On cherche à être intéressant, on ne cherche plus à s'intéresser. Donc on est là à se vendre soi-même en permanence, alors que simplement aller demander à quelqu'un, c'est quoi ton histoire à toi? Waouh. Attends, j'ai pas l'habitude. Les gens, tu marques les esprits. Et c'est pareil avec l'idée de se dire le pouvoir. Tout de suite on pense à la fermeté, donc comme je le disais, mais aussi peut-être à la colère, à la capacité de taper du poing. Et moi là-dessus, pareil, ça a été un gros travail. Je fais le vœu. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tous les jours, mais je fais. En tout cas, il y a des gens qui font le vœu de l'abstinence, de ne plus boire ou de. Moi, j'ai fait le vœu de toujours traduire au maximum ma colère positivement. La colère, c'est un outil précieux. J'aime la traverser, la prendre comme une vague. J'ouvre les bras grands ouverts et je la prends. C'est précieux, une colère. Qu'est-ce qui me met en colère? Ça dit tellement sur nous, bien plus que nos joies, ce qu'on aime. Tu sais, les gens disent, alors qu'est-ce que t'aimes? Je voudrais te connaître. Mais non, demande-moi ce qui m'énerve. Et alors, qu'est-ce qui te met en colère, Inès? Qu'est-ce qui me met en colère? Plein de choses qui me mettent en colère. J'aime pas le manque d'honnêteté intellectuelle. J'aime pas, moi par exemple, il y a 2 trucs qui me mettent très en colère, c'est qu'on me prenne pour une idiote et qu'on me fasse perdre du temps. Tu vois, c'est 2 choses, j'arrête de réfléchir. Tout de suite, on arrive sur des instincts bien plus basiques et ça peut partir à n'importe quel moment. Non, justement, j'ai été impulsive, le démarrage au quart de tour, tout ça, c'est... Et puis, je me suis aperçue que c'était assez facile, ces réactions. Et surtout qu'elles me font plus de mal à moi qu'aux autres, en plus. Donc, non, c'est pour ça, pour terminer sur le leadership, la colère, le pouvoir, ça peut s'affirmer sans colère. Dans un dialogue apaisé, mais ferme. Et toujours avec, en plus, cette chaleur, cette présence. Tu vois, l'idée n'est pas de dénigrer la personne en face de toi, de tout condamner. Que même dans le désaccord, même le plus total, la personne se sente acceptée et pas humiliée, pas excommuniée. Et je crois que le leadership, c'est tout ça. Merci pour cette réponse inspirante et cette notion de chaleur. Tu es la première personne à qui je parle qui me parle de ça au sujet du leadership. Cette capacité à mettre les gens à l'aise et finalement, du coup, quelque part, à les accepter comme ils sont pour qu'ils puissent eux-mêmes briller, être eux-mêmes, apporter tout ce qu'ils ont à apporter au monde. Et je trouve que c'est une façon de l'exprimer qui est très belle et je pense qu'il va parler beaucoup aux femmes qui nous écoutent. Et cette chaleur, quelque part, et je crois que c'est peut-être là où le bas peut blesser parfois, c'est que pour l'incarner, pour la diffuser, cette chaleur, il faut être à l'aise avec soi-même, quelque part. Oui, et à la fois, ce serait induire que je suis à l'aise avec moi-même en permanence, ce qui n'est pas vrai.
Souvent, on a tendance à véhiculer des mythes selon lesquels, par exemple, la confiance en soi, l'amour de soi, c'est un truc que t'acquiers et après, c'est ad vitam C'est pour toute la vie. Ouais, tu sais. En fait, non. Il y a des jours où on est sympa, d'autres on ne l'est pas. Même la gentillesse, c'est pas un acquis, tu sais, de dire je suis quelqu'un de gentil. Ben oui, ça dépend des jours. Ben, des jours, je suis pas hyper sympa. Alors, ça m'empêche pas après. Moi, ça m'arrive souvent d'aller revoir les gens et de leur dire... Parfois, je fais demi-tour, j'arrive en retard à mes meetings, mais je m'en fiche. Mais je reviens et je dis, je suis désolée, puis je suis pas la boulangère, peu importe, je suis désolée, j'ai pas été agréable. Je voulais vous présenter mes excuses. Et un jour, j'ai une dame qui a fini en larmes. Elle me dit, oh, vous êtes revenue. Et moi, j'ai pleuré avec elle. Mais je suis une hypersensible. Donc... Mais en fait, je me dis, mais ça peut tellement... Moi, un conflit comme ça peut me... Moi, 3 jours, j'y pense. J'en parle à tout le monde. Ça me rend bancale. Je vais moins bien dans mes interactions. Donc c'est trop précieux en fait. Enfin, de quel droit on... Un jour à la gare de Lyon, il y a une dame un peu âgée. Il y avait une grande queue pour les taxis. C'était le soir, 23h. Et c'est enfin mon tour. Et il y a la voiture qui arrive. Elle me passe devant. Elle me dit je suis vieille, je passe. Je m'en fiche. Et là, mais vraiment, elle me dit et je veux rien entendre. Mais vraiment, genre recadrage. Moi, je suis crevée les 23h50. J'ai pas vu mon fils depuis 3 jours, moi aussi. Enfin, voilà. Et je lui dis, enfin, madame, mais comme ça, tu sais, il y a tout le monde. Et je lui dis, enfin, madame, si vous me l'aviez demandé gentiment, c'était pareil, je vous laissais passer, évidemment. Et elle réagit pas, elle est devant comme ça, altière. Elle me donne son dos, elle attend que le taxi sorte et qu'il prenne son bagage. Et je continue parce que je suis pas contente. Je lui dis, franchement, c'est pas génial comme réaction. Je crois que je dis un truc comme ça. Et après, je m'arrête parce que je vois qu'elle m'ignore. Et puis, au moment où elle doit rentrer dans la voiture, le taxi ouvre la porte, elle se retourne, elle me dit « Pardon, vous avez raison. » Et moi, je me liquéfie. Et je dis « Oh, mais non, mais il n'y a pas de souci. Pas de souci, merci. » Elle dit « Bonne soirée, madame, merci. » Et en fait, c'était hyper cool. Enfin, ce que j'essaye de dire, c'est que c'est OK d'avoir des moments de colère. Mais savoir les exprimer bien, et en réalité, ça apaise énormément. Et j'essaie vraiment de travailler là-dessus. J'ai beaucoup grandi justement dans l'écrit et le fait que quand on aime, on a le droit d'être violent, de dire les choses comme on les dit, tu vois, et pas prendre de gants. Ce qu'on appelle la familiarité, d'ailleurs. Tu vois. Et moi, en réalité, c'est une boucle, une dynamique que j'ai souhaité casser dans ma succession. En tant que femme génitrice, je me suis dit, non. Mais pour revenir à ta question, parce que j'ai une grande capacité à digresser, oui, ça demande de l'amour de soi. Et évidemment, il faut s'aimer, se donner une bonne dose d'amour. Et à la fois, bien traiter les gens m'a appris à m'aimer aussi. Tu vois, c'est parce que vraiment, je partais de loin, Jenny. Je fais vraiment partie de ces femmes. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, j'ai des copines que j'ai du primaire, du collège, que j'appelle tous les jours, qui sont très proches et qui te diront, Inès, c'est celle qui a eu un parcours un peu flamboyant et c'est la plus insécure de la bande, tu vois. Et en fait, non, je me rappelle, j'avais pas d'outils, tu vois, on n'avait pas les livres de développement personnel, on n'avait pas tes podcasts, tu vois, on n'avait pas tout ça, on n'avait pas adjoint qui parlait de la santé mentale, tout ça, la confiance en soi, c'était pas des sujets qu'on traitait. Et je me rappelle, j'ai à peine 20 ans et je me dis, je fais comment ? Et assez instinctivement, je me dis, transmets ce que tu aimerais avoir, transmets ce que tu aimerais être, transmets ce que tu aimerais recevoir. Je crois que je tombe sur un livre bouddhiste, un truc, tu sais, genre, qu'est-ce que le bouddhisme ? Tu sais, en 30 pages. Et je lis, c'est à 3 € sur les devantures des librairies. Et je l'achète même pas, j'ai pas une thune. Mais je le feuillette et je tombe sur cette phrase qui est « on reçoit l'énergie qu'on donne ». Et en fait, bêtement, je m'accroche à ça, en fait, un peu, tu sais, comme aujourd'hui, une phrase Instagram, tu sais, qui te booste. Moi, c'était ça. Et c'est resté un mantra, en réalité. Donc, oui, il faut être bien, mais en réalité, c'est un cercle tellement magnifique parce que c'est vertueux. En fait, c'est interdépendant. Oui, et à la fois, c'est parce que tu vas donner du bon que la personne en face va t'en donner. Et il y a un truc, moi, qui revient souvent dans les retours qu'on me fait, les personnes qui me suivent notamment. C'est peut-être le plus consistant, c'est celui qui revient de manière assez insistante, de la part de personnes qui ne se connaissent pas. C'est ce qui me plaît le plus chez toi, Inès, c'est
ta vulnérabilité et ta force en même temps. C'est qu'on sait très bien qu'il faut pas tenter une arnaque. C'est pas un bon calcul. Et je le confirme. Et à la fois, tu montes tes blessures, en fait. Et j'ai appris ça sur le tard. Et je pense qu'en fait, je pense que si tout le monde était un peu comme ça, on se comprendrait tous les uns les autres mieux. Et on tomberait moins vite dans des lieux communs très étriqués où, en fait, soit c'est quelqu'un de bien, soit c'est quelqu'un d'affreux. Tu parlais tout à l'heure d'ancrage, quand tu définissais le leadership. Qu'est-ce que l'ancrage pour toi et comment tu trouves ton ancrage ? Parce que tu le disais tout à l'heure, tu fais beaucoup de choses. Tu as une vie assez occupée. Comment tu fais pour rester ancré ? Mais déjà aussi, c'est un travail de tous les jours. On n'est jamais à l'abri de... Je le sens, hein, il y a des moments où je ne suis pas ancrée. Tu te désancres assez facilement. Hein. Une conversation, un sujet qui te touche, une personne qui te met mal à l'aise, qui te déstabilise, mais même une personne que tu as envie d'impressionner, tu vois, tu sors complètement de toi-même, tu essayes de faire des trucs, des cabrios. Et quand tu développes ta conscience de toi, tu te vois faire et tu te dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Reviens, regroupe-toi, concentre-toi. Voilà. Ce qui m'aide beaucoup, c'est des exercices très bêtes, hein, mais moi, qui ont changé ma vie, la pratique du yoga régulière, c'est vrai que ça peut paraître cliché pour des gens, mais en fait, c'est parce qu'on en a fait un outil marketing terrible, terrifiant même. Mais c'est une pratique millénaire. J'ai eu l'occasion d'écrire la préface d'une maître yoga qui a écrit un livre sur et qui me demandait pendant le confinement d'écrire aucun rapport avec la choucroute, mais j'avais trouvé l'exercice intéressant et donc je m'étais intéressée à la philosophie, la sagesse séculaire, yogi indienne et voilà le yoga, et c'est pas pour rien. Et tu vois, et quand tu regardes les prières islamiques, il y a aussi, on peut pas ne pas voir les similitudes. Donc c'est pas un hasard si dans autant de cultures on a développé ces gestes, ces postures, c'est qu'elles font du bien. Et force est de constater que moi, si je sens quand je ne pratique pas de yoga, pas du tout de manière instagrammable en plus, tu vois, je parle vraiment de pratique pour soi. Ça peut être de la respiration, quelque chose de très immobile ou au contraire plus dynamique. Quelque chose aussi de très basique, mais qui va avec la pratique du yoga, c'est la respiration. La cohérence cardiaque, on en parle souvent comme un traitement de crise. Moi, j'en fais le matin, au petit-déj, au point que je m'entends même plus le faire. Je l'en fais dans le métro, avant un rendez-vous, avant une conférence, à midi, pendant mon déjeuner, avant de déjeuner, pour être en conscience, le soir. Et donc, ça me permet, le déjeuner, d'arriver aussi sur mon troisième point, qui est pour moi très, très présent dans l'ancrage, c'est l'alimentation. J'ai récemment changé énormément de choses dans mon alimentation. C'était de manière radicale, mais de manière très douce. Je n'avais pas idée que l'alimentation pouvait à ce point affecter le psychique. C'est extraordinaire. Alors, ça passe par quoi ? Parce que là, du coup... tout le monde veut savoir. Tout le monde se dit, attends, qu'est-ce qu'elle bouffe ? Elle bouffe des insectes ? Non, le matin, en fait, je mange soit des œufs, soit je me fais un smoothie. Et dedans, je mets des germes de blé, des graines de chia, des fruits congelés. Parce que, en fait, c'est plus pratique. Tu gardes mieux les nutriments que des fruits qui vont rester 4-5 jours dans ton frigo et qui n'ont plus vraiment de vertu au bout d'un moment. Bref, ça, c'est mon petit tips technique. Mais je vais mettre de la vitamine D. En fait, je me fais vraiment un cocktail super power. J'ai ma voisine, le matin, elle me voit descendre emmener mon fils avec mon gros blender. Elle me dit, t'as pris ta potion de tortue ninja, là ? Je dis, ouais, c'est ça. J'en ai plein dans les dents. Et c'est des myrtilles. Les myrtilles, c'est hyper bon. Voilà, et je me fais vraiment un cocktail comme ça. Je mets des épinards. Enfin, ça dépend des goûts, mais des germes de blé, de la levure de bière. Je mets vraiment plein de trucs et ça, c'est le matin. Et après, je mange plus rien jusqu'à 13h. À 13h, je mange léger. J'essaie de manger des protéines, ce qu'on en manque en tant que femme.
De la vitamine B aussi qui est importante, des oméga 3. Par exemple, les œufs, je les prends que en œuf sur le plat parce que le jaune d'œuf est bourré d'oméga 3, 6, 9 et pas les œufs durs, par exemple, qui produisent en réalité du cholestérol. Et en fait, et le soir, je me fais une salade. Mais une salade, je la mange comme un hamburger. Alors, mais j'ai une recette, elle est magnifique. C'est une salade de sucrines et tout dépend de comment tu les coupes. Et en fait, je me suis acheté un couteau japonais. Et là, les gens disaient, mais de quoi elle parle? On a complètement brillé. On est sur Top Chef. Non, mais c'est hyper important. Et je les coupe dans la longueur, en fait, les sucrines. Ouais. Et ça, je trouve que ça change tout. En rondelles, c'est dégueulasse. Mais en longueur, c'est une dinguerie. Je mets une tonne d'échalotes, mais c'est pour ça qu'il faut un couteau japonais. Il faut les ciseler parce que pareil, en cubes, c'est dégueulasse, l'échalote. Et les tomates cerises, cœur de pigeon. Pareil, en petites rondelles très fines. Tu mets ça. Tu mets... Alors, c'est hyper économique. En plus, moi, je me la joue étudiante. Une boîte de thon. Tu as des bouteilles aussi, tu sais, les pots de thon à l'huile. Tu mets toute l'huile parce que c'est des bons gras. Et qu'il t'en faut pas déconner. Avec le thon. Et je mets le jus d'un citron, je mets du gomasio, je mets des germes de blé encore, je mets de la levure de bière. Écoute, je bois la sauce avec l'assiette. Mon mec, il me dit non, mais ça va pas. Il me dit, tous les soirs, j'ai mon rituel. Et je termine les dernières graines de germes de blé et de levure de bière au doigt, tu sais, comme le raton laveur dans Pocahontas. D'ailleurs, c'est mon surnom, Raccoon. Je suis tout le temps en train de lécher mes doigts pour attraper les miettes qui restent sur les tables et les assiettes des autres. C'est ma passion dans la vie. J'adore bouffer. Et pourquoi je te raconte ça? Parce qu'en réalité, c'est con. Mais moi, ça m'a changé ma façon de penser. Je suis beaucoup plus claire dans mes idées. J'ai plus d'énergie. Je suis plus calme. Et en fait, je mange plus juste pour ne pas mourir de faim. Je mange en conscience parce que... ça me fait du bien, je sais où ça va. J'ajoute de la vitamine K dans mon thé, je sais que ça va jouer sur mes yeux. Tu vois, et du coup, je me suis fait accompagner par une naturopathe qui s'appelle Marine Delzen, qui, moi, a changé ma vie. Elle est un amour de douceur et de compétence, qui m'a appris tout ça. Et j'essaye d'enseigner ça à mon fils. Donc, mon fils, il sait ce qu'il a. Il me dit, j'ai de la protéine, là, il y a des fibres. Il a 4 ans et demi, il ne sait pas tout, évidemment, mais il a des notions. Et comme l'anglais, tu vois, je trouve que en fait, c'est un drame. C'est même un scandale qu'on n'apprenne pas aux enfants à bien manger à l'école. Donc voilà, pardon, tu me parles d'ancrage, ça peut complètement pas être la réponse que tu attendais. mais je sais que si je mange moins bien, je suis moins ancrée. Et en même temps, ça a beaucoup de sens, puisque c'est ce que tu ingères, c'est ce que tu donnes à tes cellules, à ton corps. Oui, c'est vrai. Inès, j'ai lu récemment sur Instagram un de tes posts qui m'a beaucoup touchée. Tu y parlais de réussite. Tu remettais en question la définition de la verticalité, du toujours plus, de la promotion à tout prix. Et dans ce post-là, tu promeus de prendre le temps, de se nourrir. Tu parles d'horizontalité. Moi, ça me touche à plus d'un titre, parce que ça me parle de sensé. Je pense que ça touche mon équipe aussi. Je pense à elle, parce que c'est vraiment une vision qu'on a co-construite. Et donc, j'aimerais savoir quelle est ta définition de la réussite? Moi, tu sais, j'ai une définition de bisounours un peu. Tu sais, tant que tu es heureux de te lever le matin et que tu souris. Tu sais, en arrivant à Paris, j'ai vite compris que tout coûtait très cher. Et quand je suis allée à Londres et New York, encore plus. Et donc, il s'est produit dans ma tête... C'est assez drôle, cette histoire. L'argent est devenu rapidement très important. Et c'est pas un problème de dire ça. L'argent, c'est toujours important pour moi. Parce que l'argent est un véhicule qui me permet de faire les choix qui me plaisent. Ça me permet de prendre soin des gens que j'aime. Et ça m'offre une plus grande panoplie, en réalité, de choix. Et choisir, pour moi, c'est la liberté. La liberté, c'est la réussite. Donc déjà, en fait, j'ai répondu à ta question. Et j'ai tellement donné. Je travaille tellement. Je suis une bûcheuse. Mais vraiment, c'est ce qu'on pourra jamais m'enlever, tu vois. J'ai plein de choses qui me manquent, j'ai plein de carences, il y a plein de choses que je sais pas faire, mais un truc que je sais faire, c'est bosser.
je réfléchis en arborescence. Tu vas me parler d'un sujet, par exemple, voilà, pour mon roman, je traite un sujet à un moment donné d'un animal en voie d'extinction en Afrique du Sud. Je suis renseignée sur toutes les études qui existent à ce sujet-là et je peux faire une conférence ce soir sur ce sujet-là, alors que je suis pas du tout éthologue, ni même... Je travaille comme une malade. Ça n'a aucun rapport à mon talent ou ma prédisposition, non. C'est que je bûche, il n'y a pas de secret, je passe des nuits et des heures. Et donc, arrivant à Paris, il se trouve que, bon an, mal an, je me suis retrouvée dans des écosystèmes du fait d'avoir des prix, d'être primée en tant qu'entrepreneur, d'être invitée dans des géographies élitistes avec des gens puissants et fortunés. Des gens parfois qui ont mon âge. Et qui clairement parfois fournissent pas le même effort. Et je pense que c'est ok d'en parler à un moment donné. Et qui, en fait, la chance, c'est une compétence, mais c'est aussi un capital qu'on a à la naissance. Et c'est très bien. Mais simplement, il faut aussi savoir se remettre dans sa course. On peut pas faire la course avec des gens qui parlent en millions depuis qu'ils sont nés, qui dînent tous les soirs depuis qu'ils ont 7 ans avec des anciens ministres, avec des patrons du CAC 40, avec les plus grands auteurs primés du monde entier. Ça, c'est un capital symbolique qui souvent va avec un capital financier. Et donc, j'ai fait une erreur de débutant de fréquenter ces gens-là dans le cadre de soirées, d'événements, d'avoir le même langage qu'eux, d'être comprise par ces gens-là, d'être acceptée parfois par ces gens-là. Je me suis dit, mais attends, si eux, ils gagnent ça en faisant si peu d'efforts, mais moi, avec tout ce que je fournis, tu sais, bêtement, méritocratie, mais moi, je vais devenir millionnaire. Et en fait, je me suis convaincue, une grande partie de ma vingtaine, que je finirais millionnaire. Parce que je travaillais tellement comme une dingue que ça ne pouvait pas en être autrement. Et qu'a priori, je faisais les bons choix. J'étais sur la bonne route puisque les gens me validaient. J'étais récompensée, sanctionnée de récompenses. Et en fait, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. En fait, j'ai réalisé après, il faut aussi avoir beaucoup d'autodérision. Que je suis pas faite, en fait. Mon mec a raison. Je suis pas faite pour être riche. Je suis pas faite pour gagner des 1000 et des 100, comme dirait l'autre. Ça m'empêche pas aujourd'hui d'être une personne qui facture très bien. Je suis pas la moins chère du marché, mais par contre, mon travail est à la hauteur de ce que je facture. Je le crois, en tout cas, je m'y astreins. Mais par contre, j'ai complètement revu ma manière de penser que je ne serais heureuse que si un jour je peux avoir les moyens des gens que je fréquente. Et ça a été une erreur et je l'admets parce que peut-être que d'autres personnes sont encore dans cette phase-là. Et que c'était un deuil qui n'était pas évident parce que pendant à peu près 2 ans, je me sentais comme un échec. Je me disais, mais en fait, parce que j'étais tellement sûre de ça. C'était mathématique pour moi. Et en fait, c'est pas des maths. Un peu, mais pas vraiment. Tu sais, les Américains, yeah, but not really. J'adore cette expression qui veut tout dire du monde. Yeah, but not really. Et donc, pour conclure, la réussite pour moi, c'est être OK avec la réalité telle qu'elle est, tu vois, déjà. De se dire, OK, c'est comme ça. Et c'est pas grave du tout. Est-ce qu'en fait, je suis malheureuse? Et en fait, j'avais tellement peur de me dire, mais non, je vais pas être heureuse avec aussi peu. Et en fait, un jour, tu te poses vraiment, tu t'ancres et tu te dis, en fait, c'est pas si peu. En fait, j'ai beaucoup. En fait, je suis déjà privilégiée et en fait, tout va bien. Et alors oui, je peux pas m'acheter tout ce que j'imaginais, les maisons sur belle demeure, tout ça. On arrête. Et en fait, ça se passe bien. La réussite, c'est... Moi, je crois vraiment, et si je devais le résumer en une phrase, c'est le fait que les gens que t'aimes sont fiers de toi. Les gens que t'aimes sont heureux d'être dans ta vie et que tu sois dans la leur. Et en fait, ça, c'est un luxe immense. Et j'avoue que... Je le dis parce que... Et par ailleurs que... Encore une fois, je gagne très bien ma vie en réalité. Mais c'est même pas ça qui me rend heureuse. Je pourrais même gagner moins. Que tant que les gens que j'aime me disent « C'est un bonheur de t'avoir dans ma vie, Inès. » Et que ce soit réciproque. En fait, c'est ça qui me fait bien dormir, qui fait que j'ai le sourire, qui fait que j'ai envie d'être gentille avec la boulangère. Tu vois, de revenir m'excuser.
c'est parce que j'ai réussi sur ce point-là. Mais on n'est jamais arrivé. Rien n'est acquis, même pas ça. Donc, on profite aussi de ça. On s'astreint à donner le meilleur de soi et puis d'être, tu vois, au-delà d'être la meilleure version, tu sais, d'être déjà toi entière, déjà toi dans tout ce que t'es, mais du mieux possible, tu vois. Et c'est déjà pas mal. Et puis même si demain, tu vois, parlons sincèrement, on est heureux avec mon chéri. Mais peut-être que demain, il va rencontrer quelqu'un qui va le rendre plus heureux, qui va lui ouvrir une case. On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, ça peut m'arriver aussi. Et c'est se préparer aussi à ça, de réussir. C'est dire comment on gère ce jour-là. Je suis obligée de continuer à l'aimer, à ne pas gâcher le bonheur qu'on a eu ensemble, notre enfant. Tu sais, c'est des choses... Ça se prépare en réalité, tu vois. On se met très à l'aise là-dessus. On se dit, tu vois, si un jour, dis-le-moi, et moi, j'accepterai et je ferai ce qu'il faut. Évidemment, peut-être que je souffrirai, mais... Tu vois, je pense que la toxicité, elle commence là, en réalité, de se dire... Mais tu me quitteras jamais, hein. Déjà, on ne peut pas promettre un truc comme ça. Et réussir, c'est pouvoir faire en sorte que... non, tu sais que ton chéri, puisqu'il est là aujourd'hui, c'est qu'il en a envie. Et tu vois, je base ma réussite un peu à côté de la plaque. Mais c'est ce qui me fait vibrer. Je crois qu'on ne vit jamais que pour les autres. Dans la connexion aux autres. D'être en lien, en fait. Et ce que tu dis, ça m'inspire. Ça, tu vois, je me suis souvent posé la question, est-ce que quand on est violent avec quelqu'un, on l'aime ? Et en fait, je me suis aperçue que la violence peut cohabiter avec l'amour. Par exemple, il y a des parents qui aiment leurs enfants, mais qui les frappent. Tu vois, ça arrive tous les jours. Je pense sincèrement qu'ils aiment leur gosse. Mais quand ils pètent les plombs et que le gosse, il est intenable, et bam, ça part, tu vois. Et c'est de la maltraitance, hein, clairement. Mais il y a de l'amour qui habite à côté. Et c'est ça qui est confusant. Et c'est ça qui fait que tu t'en sors souvent très difficilement, voire pas. Parce que oui, mais il m'aime. Et en fait, ce qui empêche la violence, c'est un sujet que je traite dans mon roman, c'est pas l'amour en réalité. C'est la conscience que tu existes et d'être en lien avec toi. C'est que je te reconnais, en fait. Aimer, ça ne suffit pas. C'est parce que je te reconnais, c'est parce que tu existes et je le sais, j'en ai conscience que je ne vais pas être violent avec toi. Et je travaille beaucoup là-dessus. Et en fait, pour moi, d'avoir compris ça tard, c'est récent. En réalité, je l'ai compris cette année, pour rien te cacher. Pour moi, j'ai réussi, en fait, déjà. Maintenant, il faut que je continue à réussir. Parce que c'est pas un acquis. C'est un chemin. Quelque chose qui m'a toujours intéressée quand je lis ce que tu écris, c'est que tu es l'une, à mon avis, des trop rares personnes à parler de long terme, des décisions qu'on prend pour être de bons ancêtres. D'ailleurs, ça me réjouit que tu prennes la parole sur ce sujet. Et comment tu fais, à titre personnel, pour essayer, tenter d'être un bon ancêtre ? Et est-ce que tu as quelques pistes de réflexion à nous amener ? Écoute, être un bon ancêtre, c'est déjà très, 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 très ambitieux. C'est un sujet qui me passionne, que j'étudie, que je développe, que j'enseigne. C'est génial de pouvoir accompagner des gouvernements sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on met pas en danger les générations futures non nées sur ce qu'on choisit aujourd'hui. C'est aussi qu'est-ce qu'on transmet en épigénétique à ses propres enfants. C'est la planète qu'on laisse. Sur le plan environnemental, c'est riche, c'est passionnant. Déjà, être un bon ancêtre, c'est se soigner. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Réparer le futur ». C'est se réparer. On a tous besoin de maintenance. Tu vois. Et comment ? On est d'accord, tu vois. Enfin, moi, quelqu'un qui me dit... moi, je suis hyper inquiète par les gens qui me disent « Ah non, moi, tout va bien. » Tu sais, t'as une goutte comme dans les mangas derrière la tête. Tu sais, j'ai une goutte énorme, genre... freaky, tu sais, genre hyper flippant.
Tu sais, c'est comme ces nanas, ces copines, soi-disant, tu sais, tu dînes avec elles, tu vas bien? Écoute, ouais, super. Je vais hyper bien. Et il n'y a plus de conversation, en fait. Ok. Et toi? Et tu sens la tu sens que c'est tendu et t'es là. Tu manges ton ravioli. Ouais. Non, c'est... comment est-ce qu'on a... En fait, c'est quand déjà tu te soignes, tu vois. Moi, j'ai une thérapeute qui est géniale. On se fait accompagner par des gens comme toi. Ça ne veut pas dire que tu es malade, ça ne veut pas dire que tu es fou, tu vois, comme on a pu le dire à nos parents, à nos grands-parents. Ça ne veut pas dire que tu es dysfonctionnel. Ça ne veut pas dire que tu pètes des câbles dans la rue et que tu as besoin d'un garde-fou, tu vois. Ça veut simplement dire que tu te vois, que tu existes et que tu sais d'où tu saignes. Ou en tout cas, tu sais que ça saigne à des endroits et que tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à avancer. Et tu vois, ma thérapeute, elle fait ce travail-là. Elle fait ce travail de Sherpa, en réalité. On est très égal dans notre relation. On a une relation très, très belle, je trouve. Donc, se soigner, c'est soigner ses automatismes, hériter des traumatismes, pour ne pas déjà les transmettre à ses enfants, tu vois. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Un chantier, un gros chantier, une cathédrale déjà. C'est ce que j'appelle mes cathédrales. C'est cathédrale avec cette pensée long terme aussi. J'appelle ça aussi la pensée cathédrale d'ailleurs dans mes conférences. Le fait que la personne qui pose la première pierre verra jamais le travail fini. C'est un peu comme un arbre, celui qui plante la graine. Moi, j'ai une petite méthode, j'en ai plein, mais je mets en fait dans mon agenda, je me fais mes agendas moi-même. Donc, j'écris la date à la main et tout. Et je mets 0-2024. Parce que je veux me rappeler qu'il y aura un 22 2024. Et ça me ramène à mon caractère tout petit. Tu vois, qu'il va se passer tellement de choses dont je ne serais même pas au courant. Tu vois, là, j'ai acheté ce livre, tu vois, là, juste avant de te retrouver. Cartographie du futur de l'humanité. Je trouve ça formidable. Et en fait, la première phrase de la 4e, à quoi ressemblera la map monde en 1872. Et en fait, ce sont des scientifiques qui ont fait des maps pour te montrer les nouvelles frontières, par exemple avec la montée des eaux. Donc le monde complètement redessiné, qu'est-ce que ça signifie en termes de migration? Ces sujets me passionnent, j'ai évidemment plein de projets d'écriture autour de ces sujets. Et donc de me rappeler tous les jours qu'il y aura un 22 2024, un 22 2025, ça me ramène à mon Dieu, qu'est-ce qu'on est que de passage. Et donc, c'est déjà un mindset. J'ai plein d'outils organisationnels pour les gouvernements, les entreprises qui veulent planifier à 50 ans leur héritage culturel, industriel, technologique. Mais je leur dis d'abord, c'est un état d'esprit, en fait. C'est d'abord un état d'esprit, donc il faut d'abord tout reconditionner, il faut déconstruire, reconstruire. C'est un peu comme, tu vois, le machisme et tout ça. C'est ces sujets très douillés, je dirais. Ça pince un peu, ça tangue ici. Mais c'est déjà comment est-ce qu'on fait du changement, du management, du changement sur le plan état d'esprit. C'est passionnant, c'est très lent. Je pense que c'est des choses que tu vois aussi au quotidien. Donc voilà, et je me suis posé la question de savoir est-ce que j'aimerais accompagner comme toi tu peux le faire, par exemple. Et je te l'ai dit tout à l'heure en te préparant ton cappuccino au lait d'avoine, que je trouvais ton métier formidable. Moi, je trouve ça génial ce que tu fais. Je suis fascinée par ces métiers-là. Mais je crois que ma place, elle est plutôt derrière un stylo et écrire des livres, que ce soit des romans, que ce soit des scénarios. Actuellement, j'écris un scénario pour la télévision qui parle du devenir, qui parle de l'autodétermination, qui va être une très belle série, je l'espère en tout cas. Mais je pense qu'à chacun sa place, on va au même endroit. Complètement. Inès, tu écris aussi des poèmes. Oui, c'est vrai. Quand je pense poème, et donc création artistique, je pense intuition. Est-ce que tu fais un lien entre les deux? Absolument, absolument. D'ailleurs, je fais des ateliers parfois d'écriture intuitive. C'est peut-être un outil que tu utilises. Ouais, c'est passionnant ce que ça laisse sortir de soi. Évidemment, l'écriture, la poésie est une écriture intuitive, c'est une écriture du cœur. La poésie, c'est marier des mots qui d'habitude ne vont pas ensemble, mais qui ensemble génèrent des émotions dingues.
Un bon poème, c'est ça. Et c'est une écriture synesthésique qui te plonge dans ce que tu lis. Tu y es, tu sens l'odeur. Et ça, j'hérite ça de ma petite fille. Tu sais, souvent, on dit ça de l'enfant intérieur, qu'il faut lui prendre la main, qu'il faut le soigner aussi, etc. Moi, c'est un peu différent. Moi, ma petite fille, c'était une gamine, mais tellement téméraire, courageuse, curieuse. Elle avait peur de rien, mais j'avais peur de rien, en fait. J'avais peur de rien. Et elle se posait aucune question. J'étais souriante. Je crois que j'étais un rayon de soleil. Et je suis devenue une jeune femme, et une femme qui doute, qui a peur, qui se cache, qui craint le qu'en dira-t-on, qui croit pas en elle tout le temps, trop peu souvent. Et en fait, moi, c'est ma petite fille qui me donne des ailes, en fait. Moi, c'est elle qui me booste. J'ai rien à lui apprendre ni à soigner. Elle me soigne. Elle me dit, ok, ma sœur, t'as vécu des trucs. Je reprends le truc, je reprends le relais. et je crois que, je le dis parce que c'est peut-être le cas pour d'autres personnes qui nous écoutent. Et que ça peut aussi être source de plein de déclics. Par exemple, ma thérapeute, elle me dit, chez toi, il y a 3 femmes, au moins. Elle n'est pas sûre, tu vois. On est peut-être 12, elle n'est pas certaine. Et il y a la petite fille. Et clairement, et moi, on me le dit souvent, je suis une femme enfant, j'adore me marrer, je suis très bon public. J'ai un rire de gosse. Mon mec, il me dit, mais tu as un rire parfois, on dirait que tu as 4 ans. Quoi. Et j'ai la femme très finalement, pardon d'exister. Elle a un côté très comme ça. Et puis, il y a mon avocate. L'avocate, c'est celle qui rentre dedans. Faut pas me chercher et t'es pas prête. En réalité, viens pas me chercher, tu te trompes d'ennemi. Je vais gagner. Ça va mal se passer, on n'a pas envie de ça. Elle est très bonne en égo. Et en dissuasion. Réglons ça autour de la table. Je pense pas qu'on ait besoin d'un juge. Vraiment. Pour vous. Donc évidemment, l'avocate prend souvent la défense de la femme en moi. Et quand parfois je me vois, je m'illumine, j'habite l'endroit, je me pose 0 question, les gens sont vraiment emmenés, ça fonctionne. Tu peux te tromper, c'est pas grave, les gens te pardonnent, les gens reviennent en redemande, ils sont en confiance, il se passe quelque chose de magique. À ces moments-là, je sais que c'est pas moi qui parle, c'est ma petite fille. C'est clairement. Et c'est pour ça qu'elle est très précieuse pour moi. Et voilà. C'est beau. Inès, ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Je parle beaucoup. Et donc, je vais aborder la question de la fin. Si tu avais un message qui vient du cœur à passer à nos auditrices de Sensé sur le sujet du leadership ou de leurs rêves ou de leur avenir, qu'est-ce que tu leur dirais ? Je donnerais vraiment ce conseil, moi, qui a fait partie, qui a été un gros enjeu dans mes déclics et dans mes évolutions. Alors, ça va peut-être te faire sourire, tu vois. C'est censé. On peut l'écrire de 2 façons, avec un C, avec un S. Être censé faire les choses. Et est-ce que c'est censé ce qu'on fait ? Et tout n'est pas censé avec un S. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Tu vois, je vais dire un truc brutal, perdre un enfant d'une leucémie, ça n'a pas de sens. Ça ne devrait même pas exister. Et pourtant, tu vois, il y a des femmes et des hommes qui vivent ça tous les jours. Ça n'a pas de sens. Du coup, moi, j'ai eu tendance à me distancier du sens. Évidemment qu'il est important, mais je ne peux pas en faire une religion, comme pour rien d'ailleurs. Ne faisons de rien une religion, inspirons-nous de tout, tu vois. Et à la valeur du sens, avec un S, je lui préfère la valeur du temps, notamment présent. Et donc, on en a parlé un peu en début de podcast, c'est d'habiter le temps présent. Et pour ça, en fait, j'ai réalisé qu'on n'habite pas le temps présent souvent parce qu'on est en contrôle. On confond désordre et chaos. Et dès que quelque chose grésille,
se passe pas comme on voudrait, on a tendance à retenir les murs, tu sais, en y mettant toute notre force. D'ailleurs, on dort courbaturé après, stressé, le cou endolori. Et en réalité, on retient rien. Parce qu'une vague, le principe d'une vague, c'est que tu la prends dans le visage et tu la retiens pas. Tu peux mettre tes mains autant que tu veux devant ton visage. Tu vas te manger l'eau et tu vas boire la tasse. Et donc, il y a cette acceptation dans le temps présent de l'habiter. C'est aussi habiter tout le désordre qui est juste naturel. J'ai du désordre dans ma vie quotidiennement. Mais pour l'instant, et je touche du bois, je n'ai pas le chaos. Et en fait, c'est à partir du moment où on accepte le désordre, cette vague de « Ah, ça va faire mal. Ah, ça va faire chier. Ah, ça va être embêtant. Ça va prendre du temps. » Mais accueille-le. En fait, ça fait partie de ce qui doit arriver et de l'apprentissage surtout. Encore une fois, c'est pas quand tu vas bien que tu sais qui tu es. C'est quand ça va pas bien. Donc j'aurais tendance à vraiment... Moi, je sais que mes pires rencontres ont été mes plus grands enseignants. Et mes plus grosses épreuves sont celles qui m'ont fait le plus grandir. Donc, au contraire, quand je sens que ça va mal se passer, ouais, tu serres un peu les fesses, tu serres les dents, mais tu ouvres les bras. Tu ouvres les bras et tu accueilles. Donc voilà, s'ancrer dans le temps présent. Ne surtout pas refuser le désordre et vraiment relativiser en se demandant est-ce que c'est du chaos ? Non, ok, tout va bien en fait. Merci Inès. Merci à toi pour ton temps et ton écoute. Merci beaucoup. Je pense que tu as touché quelques cœurs là. Écoute, c'est le plus important. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, soutenez-nous en le diffusant aux femmes autour de vous et en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Pour en savoir plus sur nos formations et programmes, rendez-vous sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn. On adore vous parler. Et rendez-vous la semaine prochaine pour parler de pourquoi et comment diminuer son temps d'écran et de stress.